Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans After Work. Alors que la journée s'achève et que le temps de détente commence, nous vous proposons de décrypter ensemble l'actualité et les grands enjeux qui façonnent notre société. Loin du bruit et de l'immédiateté, nous vous prenons le temps de comprendre le dessous de l'information et de confronter les points de vue et de donner du sens à l'époque complexe que nous traversons. Prête à allumer vos neurones? Bienvenue dans After Work. Merci, bienvenue dans After Work et nous allons démarrer cette émission avec le clip du jour, Carmel en featuring avec Tigang qui nous invite à la modération en tout temps. En complicité avec la régie, j'invite nos chers téléspectateurs et internautes à suivre ce clip. Carmel Emmanuel Mariano de Zoroa il fa un me BCC do me jaye beo jinale fun afiwe ba jono mi moye komi wagbero tochi te boro lai era ije jowo gbe kole evi so jaye bi no hori fo do so eja na yosia no do mi deo ekojia mi mono jiji do kana wa koma ona blunda ho na waso na sinu kentole mi mono jiji do kana wa koma ona blunda ho na waso na sinu kentole when mo dai kwa no se kudepo e no mo senegbero come yen ko chite ho adie no bojo te kando e lo jokodo e ro agbo ma ku mere mo no so agbozo ye na go we lo ti we lejabe mi na no gwenu egbe to ti ton e ma do be mi no ro place ro ma u karo gato me se da yo mai melo me mi bono jiji do kana na waso na sinu kentole bimbo no acheji dogana wa mama una blunda na waso na sinu kentole agbona posito na sono jako ikudo do say that me o mai melame una mamba khami ona la jagame e que taro gba we na yanu Nano mi mero hano, say that me o my melame. O jagbe do mi pa ba mi samoke, jira ya no mi ero bela me ae. Ni bono achiji, ogana wa. Mama ona blunda ho, na waso sonda sinu kentole. Ni bono achiji, ogana. Sonda sinu kentole Acheji Akedji, c'est le titre de cette belle chanson et qui nous invite à la modération en toutes circonstances. Hospice, merci d'être là avec nous pour ce rendez-vous. Et qu'est-ce que vous retenez de cette belle chanson que Carmel et Tigang nous ont gratifiée? Bonsoir Martial, amis téléspectateurs de Canal de Star, bonsoir et merci de nous préférer. J'avoue que c'est une très belle chanson de motivation, malgré la puissance du buffle, il défèque doucement. Juste pour dire qu'en toutes circonstances, ou bien peu importe, je vais dire tout la ce situation. Que, voilà, il faut persévérer également, avoir la patience. Ce n'est pas, je vais dire, la précipitation qui va vous conduire à un bon port. Donc, il faut avoir la patience, persévérer et même malgré tout ce qu'on a, malgré ses potentiels, il faut quand même savoir
temps, il faut les utiliser et vraiment, il faut juste être patient et persévérant. Je pense que c'est quand même une très belle chanson de motivation. Oui, c'est une belle chanson de motivation qui est en vogue actuellement. Et Samuel Noailles, je voulais te confondre avec Hospice. Vous avez la même coiffure, on dirait. On ne se ressent pas du tout. Vous vous ressemblez un peu. Ok, une chanson de T-Gang, qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, je trouve que cette chanson que T-Gang et Kamel nous proposent, c'est une très belle chanson d'espoir. Une très belle chanson d'espoir qui nous amène à être persévérants, à garder espoir en l'avenir, à garder foi en Dieu. Parce que cette chanson dit que il est vrai que nous voulons des choses dans les médias, mais ce qu'on veut dans les médias, ce n'est pas forcément le bon moment pour qu'on reçoive cette chose-là. C'est Dieu qui connaît le bon moment pour toutes choses et il nous donne chaque chose en son temps. Nous revenons vers vous pour la une des journaux. Qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui de la une des journaux de ce jour? Merci Martial. Bonsoir Martial. Je ne vous avais pas salué. Donc, bonsoir Martial. Bonsoir à tous. Bonsoir. À la une des journaux aujourd'hui, le parti d'opposition Les Démocrates est à nouveau dans l'impasse et plusieurs journaux en parlent. Après les présidentielles, le parti de la Flamme est à nouveau disqualifié pour les communales de 2026. LD, toujours dans la galère, nous apprend l'alternative. Le confrère nous confie que toujours dans le cadre des communales de 2026, au Bénin, l'UP Le Renouveau, le parti BR et la Foscori pour un Bénin émergent sont toujours en lice. En effet, depuis plusieurs semaines, des voix internes pointaient du doigt la lenteur du parti dans la préparation de ces dossiers de candidature, les difficultés de coordination entre les structures locales et la direction nationale. Les leçons d'un fiasco annoncé nous fait savoir Libération. À la tête du parti Les Démocrates, Boni Yahi, en proie à un dilemme politique, mentionne le matin. Le Télégramme nous révèle que suite à la décision de la Sénat, le parti Les Démocrates réclame un audit de tous les dossiers de candidature. Le quotidien Adjaché News, qui s'intéresse à la vie des partis politiques au Bénin, nous révèle que le système partisan est déjà malade par la faute des acteurs politiques. Positionnement pour les législatives de 2026, la cohésion, l'organisation et le sérieux qui ont caractérisé les partis politiques de la majorité présidentielle sont mis à rude épreuve. Des loups dans la bergerie de Talon nous rapporte le Soleil Bénin Info. Le journal Le Potentiel va un peu dans le sens inverse, écrit déjà Eureka. L'UPR assure positionner tous les actuels députés, indique le confrère. Dans l'actualité traitée par les journaux, figure aussi la révision de la Constitution. Le Parlement béninois ouvre le débat le vendredi 14 novembre, nous annonce l'Indépendant. La création d'un Sénat au Bénin à l'ordre de la séance plénière à l'Assemblée nationale. Le quotidien Les Nouvelles du Jour nous dévoile la réaction du professeur Théodore Olo. Le confrère mentionne que selon lui, l'idée d'une seconde chambre parlementaire n'est pas nouvelle. On termine avec l'actualité au plan social. Le journal Le Matinal nous révèle que dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre au Bénin, plus de 7000 plaintes sont enregistrées par l'Institut national de la femme. Chers téléspectateurs, ce sera tout pour la revue du jour. Merci à Samuel pour cette revue des titres de ce jour. Et nous disons merci à tous nos téléspectateurs qui nous suivent depuis leur maison. Je voudrais qu'on se penche sur l'actualité qui brûle aujourd'hui. On parle de révision de la Constitution pour qu'on puisse aboutir à l'installation d'un Sénat. Et qu'est-ce que cela vous inspire, Samuel?
Est-ce qu'aujourd'hui, le peuple béninois a besoin d'un Sénat pour évoluer? Déjà, avec la question de révision de la Constitution, il faut avouer que c'est une question qui n'égaye pas tous les cœurs. Parce que quand on parle de révision de la Constitution, bon, tout le monde est déjà contre l'idée, bon, sans déjà comprendre le fond ou les points qui veulent être touchés. Quand on parle de révision de la Constitution, tout le monde dit non, non, non. Mais surtout quand un président, surtout quand un chef d'État est en fin de mandat et on touche à la révision de la Constitution, c'est vrai que ça porte à confusion. Ça titille. Ça porte à confusion. Parce que déjà avec les sujets qui sont inscrits, notamment avec la révision de la Constitution, la création du Sénat, ça va regrouper, selon les informations, les anciens présidents de la République, les présidents des institutions, les anciens présidents des institutions, les anciens chefs d'état-major et également les anciens présidents de l'Assemblée nationale. Et ce regroupement ou ce Sénat-là qui sera créé va permettre de pouvoir résoudre les problèmes politiques auxquels on est souvent confronté à l'approche des périodes électorales. Ok. Hospice, la même question pour vous. Hein. Déjà, Martial, je pense que ce n'est pas le moment de parler du Sénat. Nous sommes quand même dans une période vraiment décisive, hein, et parler de la révision de la Constitution à cet instant-là, je pense que ce n'est pas encore le moment. On n'a pas fini de digérer, quand je dis on, la population, bien sûr, on n'a pas fini de digérer, je vais dire, la réforme du système partisan que jusqu'à présent, certains considèrent comme un échec. Maintenant, on n'a pas fini de digérer ça et on vient parler de la révision de la Constitution. Ça porte vraiment en confusion. Beaucoup se demandent, bon voilà, le président à la fin de son mandat, est-ce une stratégie pour pouvoir poursuivre ou pour pouvoir continuer, même si le président n'est même pas dans cette vision-là. Moi, je pense qu'il faut finir ou bien traverser cette période électorale, puis après parler de la révision de la Constitution. Bien vrai, c'est une question qui a été mise sur la table depuis très longtemps, mais je pense que ce n'est pas le moment précis pour pouvoir toucher à la Constitution. Nous sommes dans un tournant qu'on ne peut décrire, donc il faut que ce moment-là, je veux bien parler des élections, il faut qu'on quitte d'abord cette période avant de parler de la Constitution. Maintenant, après tout, ce sont les députés qui votent la loi. La majorité présidentielle domine là-bas. Donc, après tout, si ça passe là-bas, c'est que la population n'a que le droit ou bien le devoir de subir. Donc, mais moi, en ma position d'analyste, je pense que ce n'est pas du tout le moment. Il faut prendre son temps. Rien ne presse, comme on le dit. On a tout le temps devant nous pour parler de la révision de la Constitution. Mais il ne faudrait pas qu'on révise la Constitution, qu'on assiste à ce format-là, le Sénat français, comme moi j'ai l'habitude de l'appeler, et que les problèmes ou bien les agissements politiques persistent. Samuel vient de dire tout à l'heure que cela pourrait peut-être je vais dire, contrôler un tant soit peu ou bien contrôler un tant soit peu les agissements qu'on constate au sein des partis politiques. Mais le contraire également peut se produire parce que qu'on le veut ou non, beaucoup n'adhèrent pas à cette politique de révision-là. Donc je pense qu'il faut finir avec les élections pour avoir peut-être en 2026 parler vraiment de la révision de la Constitution. Et en s'inscrivant dans la même logique que vos hospices, il y a d'aucuns dans la population qui disent qu'il faut qu'on soumette cette révision de la Constitution par un référendum pour que la population puisse aller voter pour dire oui, nous sommes pour la Constitution, pour la révision de la Constitution, non, nous ne sommes pas pour la Constitution. Est-ce qu'aujourd'hui, nos députés, l'exécutif peut écouter cette voix au sein de la population pour calmer les ardeurs, étant donné qu'il y a trop de crispation au Bénin? Je pense que la voie du référendum, c'est une possibilité pour pouvoir départager les uns et les autres sur la question. Mais est-ce que la voie du référendum va vraiment permettre de trouver le juste milieu ou trouver, comment dirais-je, la majorité pour pouvoir aller ou non contre la révision de la Constitution? Parce que déjà, il faut avouer qu'il n'y a pas de moment idéal en la question ou en la matière.
parce que quand on parle de moment idéal, c'est vrai que récemment, le parti Les Démocrates a été confronté à une situation, notamment de fiches de parrainage. Si, entre-temps, le Sénat était déjà en place, ça aurait réduit tout le bruit qu'il y a eu autour de ce fait-là, et on aurait déjà trouvé solution à ce problème-là, parce que ils ont fait recours à la Cour constitutionnelle et ainsi de suite, et voilà. Donc, si le Sénat était déjà en place, parce que quand on parle de moment opportun, le moment n'est pas idéal, voilà une situation à laquelle on est confronté. Donc, si le Sénat, moi je trouve que si le Sénat était déjà en place, ce problème serait déjà résolu. Voilà. Et rapidement, et quand on parle du référendum, moi je me pose la question, la population aujourd'hui est constituée de qui et de qui? D'abord, la population, c'est nous, c'est vous, justement, c'est pour dire quoi? Il y a beaucoup, quand je dis beaucoup, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas dans les villes, bien ceux qui ne sont pas vraiment illettrés, ne comprennent pas vraiment la quintessence même, ce qu'on met dans la révision de la Constitution. Vous n'allez pas demander à ma grand-mère du village d'aller voter pour quelque chose qu'elle ne connaît même pas. Dans ce sens, est-ce qu'il faille que on puisse sensibiliser la population sur les articles qu'on veut réviser, les choses qu'on veut réviser pour que la population puisse être au courant avant d'aller à cette révision. Et qu'après, il ne faudrait pas qu'on dise que bon, nous on est restés dans notre coin, ce sont eux, parce que c'est l'expression qu'on entend souvent chez les Béninoises. Non, nous on est restés dans notre coin, ils sont restés là-bas pour voter. Donc si vraiment la voix de la population doit compter dans cette affaire, il faut aller à la base, expliquer clairement à ceux qui ne sont pas en mesure de comprendre. Bon voilà, quand on parle de la révision de la Constitution, il s'agit de telle chose. Le Sénat qui sera mis en place aura pour mission de faire tel, même si certains déjà savent de quoi sera, je vais dire, quels seront les attributs de ce Sénat-là. Mais il faut quand même expliquer à la population pour que la population sache que, bon, voilà, en votant ou bien en donnant mon accord pour la révision de la Constitution, je suis pour telle chose. Sinon, bon, voilà, on pense que la population s'arrête seulement à Cotonou, Porto-Novo, et que, bon, quand vous savez lire entre les lignes, on pense que c'est fini, tout peut se passer. Non, il faut aller à la base, expliquer à la population, ceux qui ne sont pas mieux, je vais dire, ceux qui n'ont pas connaissance, voilà, de la situation, que il s'agit de telle chose. Et là, maintenant, on peut véritablement parler d'une révision. Mais c'est exactement le bien fondé. Parce que quand on parle de référendum, c'est les deux partis, c'est-à-dire les partis de l'opposition et ceux qui sont pour la révision et ceux qui sont contre la révision, iront rencontrer la population pour leur dire, oui, si on révise la Constitution, vous voyez telle loi, ce n'est pas bon. Ici, c'est bon pour nous. Donc, il y aura comme une campagne, c'est comme une campagne électorale, et on va convaincre la population, et la population aura le choix maintenant de dire, oui, je choisis tel ou je choisis tel. Donc, moi, je pense que la voie du référendum, c'est aussi une piste à exploiter, à explorer pour voir si ça peut vraiment aider. Et l'autre débat qui cristallise les attentions, c'est la suspension de Moël Bénin et du Parti Les Démocrates pour les élections communales. Et Samuel, toi, qui est le chroniqueur politique de la maison, qu'est-ce que tu ressens en entendant une telle décision? Cette décision qui est sortie, cette décision de la Sénat qui est sortie, qui disqualifie, je ne vais pas employer le terme disqualifié, je ne vais pas employer le terme disqualifié parce que la Sénat, avec les dossiers des partis Moël Bénin et les démocrates, a trouvé les dossiers incomplets selon les pièces qui ont été fournies. Les dossiers étaient incomplets, donc les dossiers n'ont pas été validés. Donc je pense que c'est une décision qui a mis de la tristesse dans le cœur de beaucoup de populations, parce que beaucoup étaient déjà prêts à ce que ce soit les démocrates ou les partisans de Moël Bénin, que les dossiers soient validés pour que eux ils aillent sur le terrain, sur le terrain convaincre la population, et pour que les populations qui sont avec ces partis-là puissent voter et être sûrs que ceux qu'ils veulent porter à la tête des communes et autres soient réellement présents. Donc c'est une décision qui a mis de la tristesse dans le cœur de beaucoup de citoyens. Surtout même, on le voit avec les partisans
parti Les Démocrates, déjà absent à la présidentielle de 2026, voilà, ils sont encore absents pour les communales de 2026. Donc, surtout les citoyens et sympathisants du parti, et militants du parti Les Démocrates sont vraiment en tristesse actuellement. Hospice, c'est comme un coup de massue qui tombe sur Moël Bénin et le parti Les Démocrates. Et comment la population ressent-elle cette nouvelle? Bon, déjà pour les militants du parti d'opposition, les démocrates, je me demande, est-ce qu'ils savent réellement ce qui se passe? Bon, on sait tous que ce parti d'opposition traverse actuellement même une période de crise qui ne dit pas son nom, avec des démissions par-ci, par-là. Mais la population, on a l'impression que la population consomme en fait ce que, je vais dire, ceux-là qui ont en charge du parti viennent leur donner comme, je ne sais pas, argument ou bien parole. C'est après l'étude de dossier qu'on a jugé que, bon, voilà, vous avez présenté tel nombre de pièces. Il y a des pièces manquantes. Il y a des pièces manquantes, mais pertinemment, si c'est que ceux-là qui ont fait le dépôt, s'ils savent déjà qu'ils ne sont pas à jour, je pense que voir une telle décision ne va pas les surprendre. Justement, mais moi je suis étonné aujourd'hui de voir même, je vais dire, des membres du parti d'opposition. Mais quand même, ils savaient déjà qu'ils allaient aux élections présidentielles et aux communales et législatives. Ils avaient tout le temps pour préparer les dossiers. Justement, ils avaient tout le temps, mais pour l'élection présidentielle du moins, on pourrait comprendre avec le retrait à la dernière minute de la fiche de parrainage du député Sodinou. Mais maintenant, pour les élections communales, je ne sais pas si c'est peut-être l'impact de la non-participation à la présidentielle qui a peut-être causé, voilà, et je vais dire, les dossiers incomplets autres là, parce que je ne sais pas si cela a peut-être bouleversé le fonctionnement au sein du parti. Sinon, je pense que quand vous savez que vous êtes un parti politique et que vous allez à une élection, la moindre des choses, c'est de se préparer à l'avance. Comme on le dit, une élection ne se gagne pas ou bien ne se prépare pas à la veille du scrutin. Non, c'est tout un processus. Et déjà, ce n'est pas une première participation. Vous savez que, bon, voilà, en République du Bénin, il faut telle chose pour être en règle vis-à-vis de l'institution. Je veux bien parler de la Sénat. Donc, quand vous n'êtes pas en règle, mais rassurez-vous, le dossier sera rejeté. Ce n'est pas pour, je vais dire, soutenir quelqu'un ou bien pour jeter le tort sur un parti, mais je pense quand même que la population devrait se poser les vraies questions. Qu'est-ce qui se passe au sein de ce parti-là? Parce que nous, on est ici comme des observateurs, mais en réalité, il y a beaucoup qui ne comprennent pas, je vais dire, ce qui se passe le mal profond qui est au sein de ce parti-là. Donc, c'est vraiment dommage pour les sympathisants qui, pour le moment, n'ont qu'à prendre leur mal en patience et de suivre le mouvement comme on le dit. Pour, je vais dire, le parti Moël Bénin, moi, ça ne me surprend pas, pas parce que le dossier a été incomplet, mais quand même que Moël Bénin participe aux élections ou pas, qu'on le veuille ou non, c'est la mouvance présidentielle. Il est encore temps pour Jacques Ayadi et ses, voilà, je vais dire, ses militants et ses candidats pourquoi pas de se rallier à un autre ou bien à d'autres partis de la mouvance. Ce n'est pas encore tard. Et je dirais pareil également pour les démocrates qui cherchent coûte que coûte à mettre, je vais dire, en cause la crédibilité de la Sénat en demandant bien sûr l'audit de tout le projet. Je pense que c'est quand même dommage. Il faut se conformer, quand on est dans un pays, il faut se conformer aux lois et aux institutions. Les élections, Samuel, c'est vraiment une fête jadis. Aujourd'hui, on va aux élections avec tant de crispation, tant de velléité. Et est-ce que la fête des élections aura lieu vraiment? Est-ce qu'on peut réellement parler de fête? Parce que le plus grand parti d'opposition, les démocrates, n'est plus dans la course, que ce soit pour les présidentielles ou les communales. Le plus grand parti d'opposition, les démocrates, n'est plus dans la course et ça déçoit beaucoup. Déjà avec leur dossier, 120 pièces qui manquent pour les communales. Et le parti, les démocrates,
reste sur sa position et ne veut pas faire d'accord de coalition et de gouvernance avec les partis de la mouvance. Ils restent fermes sur leur position. Donc, quand on regarde les partis qui sont en lice pour les élections générales, l'UP et le Renouveau, le Bloc républicain et le seul parti d'opposition, Fosco et Point Bénin émergent, ça nous laisse un peu sur notre faim parce que quand on parle d'élection, il doit y avoir assez de compétition et on se demande qui va gagner. Et c'est pendant la campagne qu'on se dit non, c'est mon parti qui va gagner, l'autre dit non, c'est mon parti et on se lance il y a cette fièvre. On fait de petits paris, on dit non, c'est mon parti qui gagne, si mon parti gagne, bon, tu as tel truc. Donc on est dans cette joie-là quand les campagnes viennent, mais bon, il faut dire que avec le retard d'organisation de certains partis, on n'aura pas droit à cette fête-là auquel on était si bien habitué. Bon, moi je vais dire que qu'on le veut ou non, la fête aura lieu. Et d'ailleurs, c'est ça même, hein, je vais dire, la réforme du système partisan. Vous l'avez su bien mentionner. Dans les années antérieures, on voyait, je vais dire, l'ambiance, l'engouement et également le nombre de partis politiques qui participaient à une élection. Mais maintenant, depuis l'introduction de la réforme du système partisan, le paysage politique a été vraiment nettoyé et balayé. Aujourd'hui, maintenant, on tend vers une ça n'empêche pas la fête. Ça, justement, c'est ça. Quand le veut ou non, la fête aura lieu. C'est l'absence de certains partis qui... Si c'est parti. C'est ça bien. Tout compte fait, la fête aura bel et bien lieu. Les élections vont se tenir et le candidat, ceux qui seront victorieux. Le temps d'une courte pause, nous allons à la régie pour revenir sur ce plateau. Star. Canal de Star. Mesdames et messieurs, de retour sur ce plateau, nous allons aborder le volet sportif avec notre chroniqueur maison, Hospice. L'actualité sportive, qu'est-ce qu'on en retient? L'actualité sportive de ce joueur bien riche, mais nous allons d'abord démarrer par une note de handball, la 27e édition, bien entendu, de la Coupe d'Afrique des Nations de handball va se tenir du 21 au 31 janvier 2026 à Kigali, au Rwanda. Et notez bien, le Bénin fait partie des nations engagées dans cette compétition continentale. Les Guépards handballeurs vont défendre les couleurs nationales en terre rwandaise et avec l'ambition d'écrire, pourquoi pas, une nouvelle page du handball béninois. On parle football à présent, le sport roi d'ailleurs. En regroupement depuis le week-end dernier, les Guépards du Bénin poursuivent leur préparation dans le cadre de la fenêtre FIFA du mois de novembre sous la houlette du sélectionneur Guénot Rond. Les Béninois affûtent leur automatisme avant le match amical face aux étalons du Burkina Faso. Et hier, mardi, les coéquipiers de Sartunin Alagbe ont tenu leur deuxième séance d'entraînement au stade général Mathieu et Kérékou de Cotonou. Sur les 30 joueurs convoqués, plusieurs ont déjà répondu présents à l'appel du sélectionneur, notamment Cessi Dalmeda, Dodo Doku ou encore Serge Obassa. On note également la présence de Santos Philippe, Adam Hakime, Ibrahim Salifou et Jordan Lawson, tous convoqués pour la première fois. Les séances se poursuivent avec un match d'opposition à l'interne disputé aujourd'hui, même pour mieux jauger le niveau de jeu des joueurs et affiner les choix tactiques avant même le départ pour le Maroc. Et il faut le rappeler, Martial, les Guépards jouent en amical le 18 prochain. Voilà, le Burkina Faso, leur prochain adversaire pour le compte des fenêtres FIFA. On parle toujours football, la Coupe UFOAB Dames U20 a connu son épilogue aujourd'hui. De l'autre côté
du stade Omnisport, dont la sélection nigériane est sacrée vainqueur après leur victoire hier même sur leurs adversaires, le Ghana bien entendu, 3 buts à 0. Pendant ce temps même, les Amazones du Bénin, déjà battues à 3 reprises, ont joué elles aussi le Nigeria ce matin même pour le compte de leur dernier sortie. Score à l'arrivée, 1 but à 0 en faveur des Nigérianes. Les pouliches de Abdoulaye Ouzérou quittent donc la compétition avec un bilan lourd de 4 matchs disputés pour 4 défaites, 8 buts encaissés pour 0 marqués. Il faut également rappeler que cette équipe des Amazones U20 participe ou bien se prépare pour affronter l'Égypte dans le cadre du dernier tour qualificatif du mondial U20 qui va se jouer dans les tours prochains mois. Et sur le continent, bien entendu, nous allons finir sur le continent. Les yeux sont désormais tournés vers les barrages de la Coupe du Monde. Demain, déjà, le Cameroun de Mac Brice sera face au Léopard de la République démocratique du Congo. À quelques heures de cette rencontre, l'inquiétude plane au sein des Lions indomptables. Déjà, 3 absences de taille sont enregistrées dans le rang, dans la tanière, voilà, des Lions indomptables. Eric Massim, Choupo-Moting, Zambo Anguissa et Dani Namasso sont tous déclarés forfaits pour cette rencontre. Également, le gardien de but très connu de cette équipe, je veux parler de André Onana. Il est également incertain pour ce rendez-vous. Et chez les Léopards, l'heure est au calme et à la sérénité. Présent au Maroc, depuis quelques jours va se dérouler la rencontre. Les hommes de Sébastien Desabré enchaînent les séances d'entraînement. En cas de victoire, chaque Léopard pourrait repartir avec une prime d'1 million de dollars, une source d'ailleurs de motivation pour ces Léopards qui n'attendent que demain pour pouvoir concrétiser leur rêve. Déjà dans la deuxième rencontre de ce barrage qui se joue également demain, les Super Eagles du Nigeria seront face aux Panthères du Gabon. Si tout semble mieux aller chez les Gabonais, du côté des Super Eagles, c'est bien sûr, je vais dire, la menace de boycotter la rencontre qui plane au sein de cette équipe. Raison, beaucoup de primes n'ont pas été payées. Attend donc la sélection nigériane menace de boycotter la rencontre, mais quand même le gouvernement a promis remédier à cela avant même le coup d'envoi de la rencontre prévue pour demain. Voilà, Martial, en quelque sorte ce qu'on peut retenir de l'actualité sportive de ce mercredi 12 novembre 2025. Merci Hospice pour cette belle présentation. Et dites-nous, vous pratiquez quel sport? Naturellement, je pratique bien sûr le football, le sport roi. Le sport roi, vous jouez quel milieu? Le milieu du terrain ou? Je suis un milieu de terrain. Quand on me met en milieu de terrain, je fais des belles choses. Samuel, vous êtes un amateur du foot ou vous jouez au volleyball? Contrairement à lui, moi, c'est plutôt le basketball. Le basketball, ok. Et Hospice, est-ce que le Bénin, dans les compétitions qui sont en cours, le Bénin a-t-il la chance de gravir les échelons et de participer à la CAN? Déjà, pour cette question, je rappelle déjà que la participation à la prochaine CAN est déjà garantie pour les Guépards du Bénin, puisqu'ils sont déjà qualifiés. C'est d'ailleurs pour mieux se préparer qu'ils défient le Burkina Faso en amical. En ce qui concerne les dames, ou bien du côté des catégories d'âge U17, U20, il faut quand même reconnaître que le football, en matière de catégorie d'âge ici au Bénin en reconstruction, on n'assistait pas à ces progrès depuis des années, mais avec l'instauration du championnat scolaire, de la ligue scolaire depuis un certain temps, ce qui permet quand même aux sélectionneurs de dénicher des talents à la base. On connaît quand même, ou bien on assiste à une ascension du côté
des catégories d'âge. Quand je prends par exemple les Amazones, on a vu les U17 tenir tête face à certaines équipes qu'on connaît très bien. La Zambie, qui n'est pas une petite équipe également. Et comme je l'ai su mentionner, il y a les U20, même après leurs 4 défaites pour le tournoi UFOAB, elle se prépare quand même pour affronter l'Égypte. Et quand on parle de l'Égypte en matière de foot, on sait que c'est une grande nation. C'est une grande nation. Donc, le Bénin s'attire quand même pour affronter l'Égypte pour le dernier tour qualificatif. Donc, en cas de victoire pour les Amazones du Bénin, c'est déjà le mondial U20 qui est assuré. Voilà. En tout cas, nous, on ne peut que leur souhaiter une très bonne chance. La chance accompagne leurs efforts, comme on a l'habitude de le dire. Et il faut qu'elle travaille aussi. Et justement. Ça vient. Tenant compte de la performance des deux équipes, est-ce qu'on a une chance de remporter la compétition? Bon, vous savez, le football a toujours été 50-50, c'est 11 contre 11 au départ. Après, tout se joue sur le terrain, mais en termes d'expérience, il faut le reconnaître, le Bénin n'a pas encore ce background. N'a pas atteint ce niveau-là pour pouvoir rivaliser contre les équipes qu'on qualifie de grandes nations aujourd'hui. Mais on peut toujours rêver, combattre. On peut toujours rêver et espérer. L'espoir est fait. Vivons d'espoir et nous allons toujours vivre d'espoir. Le temps d'une pause, d'une photo de famille, nous allons retourner sur ce plateau. Star. Canal de Star. Rejoint par notre chroniqueur culturel maison, Damien. Merci de nous avoir rejoints. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de l'actualité culturelle? Bonsoir Martial, bonsoir à toutes et à tous. Et cette semaine, le théâtre béninois est à l'honneur avec 2 grandes créations qui promettent de belles émotions. Hier, à Ouida, la troupe Corelias Productions a présenté sa pièce intitulée « Les lames d'une reine », un spectacle de restitution de résidence qui met en lumière la force, la douleur et la dignité de la femme africaine face aux épreuves de la vie. Et puis à Cotonou, du 12 au 19 novembre à 20h, cap sur le ITB de Togouin pour la pièce La Faiseuse d'Ange, une œuvre poignante qui questionne des drames silencieux de notre société et les choix parfois douloureux qui bouleversent des vies. 2 spectacles, 2 univers, mais un même message. Cette semaine, toujours, les 13 et 14 novembre, au Sofitel Marina Hotel, Cotonou, devient la capitale des musiques africaines francophones avec le Salon des industries musicales d'Afrique. CIMA fait rayonner et financer la musique d'Afrique francophone du potentiel aux preuves, bien sûr, est le thème retenu. Cet événement va réunir producteurs, artistes, managers, diffuseurs, instituteurs et investisseurs venus de tout le continent afin de réfléchir à de nouvelles stratégies pour renforcer l'économie musicale africaine, professionnaliser le secteur et attirer davantage de financement dans l'industrie culturelle. À l'international, bien sûr, le Bakou International Art Festival est en cours de sa 2e semaine avec un programme riche mêlant théâtre, musique, opéra, danse et projets interculturels. Pour finir, le gouvernement britannique annonce un financement d'urgence de 200 000 € pour protéger le patrimoine culturel de l'Ukraine. Et ce sera tout pour notre chronique culturelle martiale. Merci Damien pour cette belle présentation. Samuel, Damien est bien habillé, il ressemble aux hommes de porte. On voit avec il représente la culture elle-même. Ouais. Et dites-nous Damien, de tous ces rendez-vous culturels, lequel vous fascine, que vous pouvez proposer à Samuel ou à moi pour qu'on puisse être du rendez-vous. Vous pouvez être au rendez-vous et l'événement qui aura lieu demain à Sofitel et
c'est comment on l'appelle? Sima. Le festival d'industrie musicale d'Afrique. Bien sûr, bien sûr, bien C'est un sûr. événement qui promet d'être riche Oui. parce que je vois les communications sur le sujet et je promets d'y être. Un événement qui est organisé par le CIMA et le Salon d'industrie musicale d'Afrique. Ok. Et votre habillement, et comment on peut l'appeler? Si on doit désigner, si on doit parler d'habillement. Bon. C'est d'où? Ça vient d'où? Ça vient directement de Porto-Novo. Ok. À Diatché. On peut dire qu'il y a les bonnes choses à Il y a les bonnes choses à Porto-Novo. Comme on a l'habitude de le dire, les Porto-Noviens aiment et mettre le gobi à côté. À côté, ok. Et Et c'est souvent le samedi. Selon le sens du chapeau, est-ce qu'il y a une interprétation? Bon, Le côté où le chapeau est orienté. si c'est du côté gauche, on peut dire que c'est ça. Ça a marché. Ça a marché bien. On peut dire ça. Et c'est de l'autre côté, à Colombe, Ok, nos chers, merci pour cette belle présentation. À nos chers téléspectateurs, nous allons débattre du fait de société de ce jour. En complicité avec la régie, nous allons suivre un jingle. Merci à la cabine technique. Nous sommes sur Canal de Star. Il y a Sabine qui nous a envoyé son cri de détresse. Et Damien et Hospice, je vais vous lire le cri de détresse de Sabine. Sabine est mère de famille. Elle a 3 enfants, 2 filles et 1 garçon. Ils vivent ensemble, elle vit ensemble avec son mari dans la maison familiale où son beau-père y réside. Son beau-père est déjà veuf, mais profitant de l'absence régulière de son mari, le beau-père propose des instants intimes à Sabine. À force de refuser, elle a succombé. Et de ces ébats est sortie une grossesse. Sabine aujourd'hui se plante entre l'angoisse et le rejet de sa propre personnalité. Et elle demande, que faut-il faire? Faut-il annoncer à son mari dès son retour de voyage qu'elle est enceinte de son beau-père? Et le beau-père qui interdit, qui dit, si on avorte dans ma maison, c'est la mort qui s'ensuit. Donc, Sabine veut avoir nos conseils. Damien. Sabine veut avoir nos conseils. Ce qui est sûr, c'est pas son mari qui l'a enceinte. Naturellement. C'est pas son mari qui l'a enceinte. Pourquoi le beau-père refuse qu'elle n'avorte? Pourquoi le beau-père refuse et pourquoi le beau-père refuse également qu'elle annonce? Non, le beau-père ne refuse pas qu'elle annonce. Le beau-père dit qu'elle doit garder l'enfant. Si jamais elle avortait, elle allait mourir parce que c'est la tradition. Dans leur famille, on n'avorte pas. Elle doit garder la grossesse, c'est de l'abomination parce que de telles choses pareilles ne doivent pas se passer entre belle-fille et beau-père. C'est de l'abomination, c'est de l'abomination. Ensuite, et Samuel. C'est vrai qu'on se ressemble beaucoup, Ouais. donc même si les nos potes à confusion, cela ne gêne pas. Moi, je pense que pour vraiment se prononcer de manière juste sur ce sujet ou sur la question de Sabine, il faut déjà partir à la base, là où le problème a été... Les harcèlements ont commencé Non, même avant cela. Parce que vivre dans la maison dans familiale. la maison familiale, ce n'est pas une bonne chose. Quand un homme se met en couple avec sa femme ou sa copine, le mieux c'est d'aller prendre une chambre ailleurs, loin de la famille, pour pouvoir vivre en toute harmonie, vivre une belle vie de couple et de famille, loin des problèmes de la grande famille. Tu as fait ci à mon enfant, je ne veux pas ceci. Et je pense que si le couple avait pris un appartement hors maison familiale, ce problème ne serait pas arrivé certainement. Donc je pense que déjà, le premier point qu'il faut toucher, c'est le fait de vivre dans la maison familiale, étant déjà en couple et ayant 3 enfants déjà. Bon, on peut accepter que, bon, au pire des cas, après le premier enfant, déjà, ils doivent quitter la maison familiale. Même si les moyens ne sont pas ce qu'ils doivent être,
déjà, on peut tolérer quelques mois, mais déjà après la première grossesse, il faut quitter la maison familiale. Mais vu, plus tard, mais vu que le papa est veuf et il va rester seul dans la maison, dans une grande maison, où il a son fils qui est marié, autant venir rester là pour pouvoir s'occuper du papa, pour l'alimentation d'un papa qui a déjà plus de 60 ans. Non, mais aujourd'hui, il y a de ces gens d'assistantes là qu'on appelle les femmes assistantes ou des ménagères, je ne sais pas si c'est le terme adéquat, mais qui pourraient quand même aider ce monsieur, ce vieux, ou le beau-père, je vais dire, à pouvoir quand même s'en sortir dans les tâches quotidiennes, la vaisselle, la lessive et autres, les tâches ménagères. Donc on peut quand même trouver une aide ménagère au beau-père pour pouvoir l'assister dans ces tâches-là, mais vivre dans la maison familiale. Parce que si le beau-père vivait dans sa maison familiale à lui, il n'aurait pas construit sa maison, il ne serait pas là où il est aujourd'hui. Donc, je pense que c'est déjà le premier point sur lequel le couple est fautif. Maintenant, l'autre chose, quand le monsieur va au boulot et la femme est seule dans la maison familiale, on sait que le beau-père est là. En principe, ce problème ne devrait pas se poser. Parce qu'on devrait avoir confiance, parce que c'est ton père. Ton père ne devrait pas venir convoiter ta femme. Non, c'est grave. C'est grave. Mais déjà, pour prévenir tout cela, si le couple avait pris un appartement hors maison familiale, je pense que cela aurait évité cette situation. Merci, merci Samuel. Et Damien, il parle de prévention. Alors qu'on n'a plus prévenu, on est déjà dans la situation. Quel conseil avez-vous à donner à Sabine qui est partagée? Et je dirais que son mari avait su qu'il serait en déplacement, raison pour laquelle il a mis dans la maison familiale. Mais pour que son père ait un œil sur sa femme, raison pour laquelle il a mis là. Mais si la femme était vraiment éduquée et puis elle sait que telle chose ne doit pas se passer, elle ne doit pas se rapprocher, peu importe l'avance que le beau-père ce que le beau-père lui avance elle ne devrait pas accepter, elle ne devrait pas céder normalement. Moi, je trouve que la faute incombe aux trois. Déjà, le mari, parce qu'il aurait pu prendre un appartement pour sa femme et lui. Ensuite, le beau-père. Mais c'était dans un objectif de pouvoir porter assistance au père. Oui, donc, mais sachant qu'il n'a pas pris une aide ménagère pour assister son père ou le beau-père, je vais dire, dans les tâches au quotidien. Donc, forcément, ce serait sa femme. Mais cela n'est pas concevable. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Maintenant, quel conseil donnez-vous à Sabine qui se trouve broyée par le remords et tout? L'avortement n'est pas une solution à envisager. Dans ce cas précis, l'avortement n'est pas une solution à envisager. Déjà, si chacun avait pris ses responsabilités, c'est vrai qu'on ne serait pas venu à cette situation. Ouais, mais l'avortement n'est pas une solution à envisager. Là, moi, je dirais que le mieux serait de cacher l'information au mari, parce que si elle avoue ce fait-là à son mari, non seulement elle va détruire la maison familiale, parce que le fils serait désormais en conflit avec son père. Là, elle va gâter l'entente entre le père et le fils. Et non seulement ça, le mari, très certainement, ne va plus l'accepter parce qu'il va parler d'infidélité. Elle a couché avec un autre homme, malgré que ce soit son père. Voilà. Même ADN. Même ADN. Et quel conseil pour Sabine? On dit que tout ce qui est caché se révèle toujours. Ouais. Et il faudrait que Sabine informe son mari. Parce que tôt ou tard, la vérité va sortir. Moi, je dis que dans ce cas, c'est surtout dans ce cas, je vais dire que la phrase qui dit « toute vérité n'est pas bonne à dire », je pense que c'est dans ce cas que ça s'applique réellement. Toute vérité n'est pas bonne à dire, surtout cette vérité-là, parce qu'une vérité qui peut détruire toute une famille, c'est mieux de la garder secrète. Moi, je pense quand même, c'est ce que je pense quand même.
il faudrait qu'elle soit prête pour assumer les conséquences. Non, mais dans ce cas-là, assumer Elle quelque doit chose serait avouer. détruit non seulement la famille, le couple, parce qu'il y a aussi des enfants au milieu. Il y a 3 enfants au milieu. On ne refuse Il pas, faut mais prendre- il elle faut n'a prendre en pas, considération tous ces paramètres. elle n'a pas pensé à tout cela avant d'accepter. Oui, Non, mais on ne voilà peut pas. que le fait arriver. Voilà que le Écoutez, fait arriver. chers collègues, on ne peut pas jeter le tort sur Sabine. Vous savez, nous sommes dans une société africaine où elle a subi plusieurs fois d'harcèlement. Mais entre la peur d'avouer certaines choses à son mari pour dire ah ton père fait ci, peut-être c'est elle qui connaît son mari. Oui, Maintenant, aujourd'hui, elle se trouve dans une situation où elle est allée à l'acte une seule fois et voilà qu'une grossesse est arrivée. C'est que c'est des trucs qui... Parce que même si elle avouait la vérité à son mari, est-ce que le mari va prendre position sur elle ou bien il va supporter son père? Donc, parce qu'il s'agit bien sûr de son père. il s'agit Voilà. bien de son père et c'est pour cela que j'invite nos internautes à nous écrire sur les canaux digitaux de Canal de Star pour que le débat puisse continuer. Mais avant de clore ce débat, cet échange, je voudrais demander à chacun de vous, si tu étais à la place du mari, quelle serait ta réaction quand ta femme va t'avouer une telle chose? Lorsque ma femme va m'avouer telle chose, je la renvoie catégoriquement. Je la renvoie. Moi, à la place du monsieur, si ma femme m'avoue, c'est vrai que je ne souhaite pas tomber dans cette situation, hein. Mais si cela m'arrivait, je préférerais quand même qu'elle ne me le dise pas. Mais si elle arrivait à me le dire, cette relation n'aura pas de suite. Donc, je vais faut qu'on te cache la vérité, voilà, pour que tu restes dans l'ignorance. Dans ce cas précis, Parce que l'enfant te ressemblera. dans ce cas précis, je préférerais qu'on me cache l'information. Ok, merci et Damien et Samuel pour cet échange. Nous irons à la régie pour une courte pause. Star. Canal de Star. Mesdames et messieurs, le soir, tout devient vrai. La lumière se pose, les esprits s'apaisent et les mots prennent leur temps. Le meilleur moment du travail, c'est après, parfois, le after work. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce numéro de After Work. Restez toujours câblés, Canal de Star.